de l'assister dans son cheminement comme un être qui évolue, qui peine et travaille à travers ses chutes et ses reprises, à travers ses euphories et ses détresses, parce que la maladie incite à la remise en question des relations sociales, familiales et autres, qui conduisent à des ruptures temporaires ou permanentes de toutes sortes. Je ne parle pas de rupture nécessairement relationnelle, mais rupture par rapport au travail, par rapport à tout. De l'examiner autrement qu'un corps malade, qu'un esprit torturé qui délire et psychotise et qu'un palliatif qui s'accroche à son filet de vie. De l'étudier comme un tout matriciel dont les éléments brisés s'enchaînent les uns aux autres et obligent à réexaminer les trajectoires habituelles de soins afin qu'il vive avec sa maladie dans un certain confort, dans une certaine sécurité. De maintenir une distance psychologique et parfois physique et spirituelle de bonne aloi pour éviter que des aspects fusionnels viennent ternir la qualité des soins parce que le soignant se perd de vue face au vécu du patient. Parfois, un patient rencontre des choses et si l'autre est trop empathique, trop sympathique plutôt, il y a des problèmes. Là. Il n'y a pas de distance émotive. Et des fois, c'est le patient qu'il faut qu'il remonte le soignant. Ce n'est pas intéressant, ben. De se maintenir en santé physique et mentale et spirituelle parce qu'un soignant bien dans sa peau rayonne le bien-être. Qu'est-ce que je retiens de ces rencontres? Que la trajectoire de soins inclut un contrat moral et social établi entre le soignant et le soigné par lequel ce dernier consent, dans des moments de non-santé, à déposer le contrôle de celle-ci dans les mains de celui-là, du soignant, avec le mandat premier de redonner ce contrôle au soigné. Je donne mon contrôle parce que je suis pas. Si je suis dans le coma, là, oubliez ça, je n'ai plus le contrôle. Si je suis dans la phase aiguë de ma maladie, je n'ai plus de contrôle, mais je veux le revoir. Donc, retrouver la santé, c'est reprendre le contrôle sur soi et sur sa vie, que travailler en silo, créer des incohérences, des façons inappropriées et non souhaitées de fournir des soins, une déresponsabilisation des personnes, des doublons d'actes médicaux et autres, et j'en passe. Que lors d'une rencontre de soins, la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique et matérielle. Parce que la préparation mentale nous assure d'une certaine concentration. Ce n'est pas parce qu'on a tout notre matériel qu'on est concentré à bien l'utiliser. Que le corps d'un patient est quelque chose de merveilleux, en ce sens qu'il est l'illustration de ce qu'est le travail en équipe. Par exemple, un organe déficient envoie aux autres organes des informations et ces organes-là envoient des petits soldats là, pour combattre le méchant en dedans de soi. Et ça ne travaille pas en silo, un organe. Ça travaille en groupe. Qu'être à l'écoute de son corps pour le patient et à l'écoute du patient pour les soignants est la porte d'entrée pour une offre de soins adéquate de la part des soignants et une reprise en main pour les patients. Qui initie la relation patient-partenaire? À mon avis, c'est le professionnel de la santé. Parce que généralement, quand on se retrouve à l'hôpital, dans un établissement de santé, on est mal à l'aise. On a un problème. On est pris avec notre problème. Donc, on ne pense pas à initier une relation de partenariat avec le médecin. Et dans certaines cultures, là, oubliez ça, là, hein, un médecin, c'est un dieu, ou bien une infirmière, c'est une déesse, une muse, je ne sais pas quoi. Alors, ça implique, vous ne saviez plus, hein? C'est rare qu'on vous a dit que vous étiez une muse, hein? Vous êtes une perle, madame. Alors, donc, ça implique d'accepter le travail collaboratif et une démarche de co-construction impliquant le patient et l'équipe de soins. Puis, je peux vous dire, c'est très difficile pour certains professionnels à cause du temps que ça exige d'une certaine manière, mais en même temps, un temps qu'on reprend quelque part.
Parce qu'un patient qui se prend en charge est moins demandant dans le système qu'un patient qui n'arrive pas à se prendre en charge. D'accueillir le patient avec bienveillance et de lui fournir l'information adéquate sur les tenants et aboutissements de sa maladie, d'utiliser un questionnement. C'est le questionnement qui est super important. Qu'est-ce que vous vivez? Comment le vivez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Je le sais, là, de ce temps-ci, mon médecin de famille, depuis récemment, là, il est rendu aux 15 minutes, je le sais. Alors, je le vois là, rendu à 14 minutes, là, il commence à shaker un peu sur sa chaise. Mais je dis, écoutez, là, regarde, là, donnez-moi 2 minutes de plus, là, puis vous ne me reverrez pas avant 6 mois peut-être. De l'accompagner dans ses démarches multiples pour qu'il apprenne à naviguer dans un système de santé complexe et bourré souvent d'incohérences multiples. Par exemple, convoquer le patient 3 fois, en 3 jours différents. Ça suppose que ça ne veut pas ce que ça veut dire, là. Hein? En termes de, pour ce patient-là, les déplacements, les ententes avec les proches, s'il ne peut pas conduire son automobile ou s'il rentre par lui-même. Alors, tu sais, des fois, on peut analyser grosso modo le dossier et tout faire ça dans une même journée ou peut-être même dans un avant-midi. Tu sais. De laisser aller le patient et non pas l'abandonner lorsqu'il se sent suffisamment autonome. Parfois, on peut créer la dépendance. Certains soignants créent la dépendance. Dans le communautaire, parfois, on peut créer la dépendance. Parce que la dépendance nous assure une présence toujours des patients. Hein. On va remarquer, au Québec, là, on ne manquera pas de patients, je vous promets. Avec la gang qui s'en vient de baby boomers. Là. De superviser de plus en plus légèrement au fil du temps. Parce que moi, je peux vous dire que moi, j'aimais ça, là, rencontrer mes médecins 4-5 fois par année, là, mes spécialistes. Mais là, c'est rendu 1 fois par année. Ça m'inquiète. J'ai dit, c'est 364 jours, il peut se développer quelque chose, puis pendant 364 jours, je n'ai pas de nouvelles, ça m'achale. Alors donc, moi-même, j'ai de la misère à me séparer, mais eux autres aussi, je sais qu'ils sont pris par autre chose. Alors, ce n'est pas évident. Et de reconnaître qu'une relation de partenariat est fondée sur la confiance. La confiance en soi et la confiance en l'autre. Alors, voilà. Je vous remercie beaucoup. Pour les questions, j'inviterai mes collègues aussi à se joindre à moi. Donc, commentaires, réflexions. Merci beaucoup, André, pour ce message important. Oui. Oui, il y a des micros derrière, c'est plus facile.
Alors, un questionnement qui m'est venu en vous écoutant, c'était, vous savez, des petits bonheurs. Vous avez parlé de petits bonheurs à travers la trajectoire de la maladie. Mais quand je suis en relation avec une personne qui me parle de ses difficultés, oui, des fois, je vais être en mesure de l'amener vers quelque chose de plus gai, peut-être. Mais à un moment donné, il y a toujours une voix en moi qui me dit, est-ce le bon moment pour l'orienter vers quelque chose de positif? Est-ce que j'ai suffisamment reconnu qu'est-ce qu'il est en train de vivre de difficile? Fait que je pense que moi, je ne vais pas être toute seule comme intervenante à vivre ça. Il y a d'autres qui vivent ça aussi. Alors, comment justement à ramener peut-être quelque chose de plus positif, mais si c'est trop tôt, c'est que la personne va se sentir non reconnue dans sa réalité. Bien, là-dessus, ça dépend des attentes, hein? Ça dépend de comment est le patient. C'est pas le soignant qui est malade, c'est le patient. Et beaucoup de patients ont de la difficulté à accepter leur maladie. Et ils ont de la difficulté parce que la maladie nous amène à faire beaucoup de coupures. Tu sais. Puis, je vais vous donner un exemple. Vous êtes habitué à nourrir vos enfants et du jour au lendemain, c'est eux autres qui vous nourrissent. D'abord, eux autres, c'est un choc et c'est un choc pour vous aussi. Et moi, je ne m'attends pas à ce qu'on me parle du bonheur pendant que je souffre. C'est sûr. Hein? Ce n'est pas la place. Et je sais très bien que si j'arrive à 4 heures de l'après-midi ou à 14 heures de l'après-midi, que c'est le 25e malade qui crie, qui hurle, qui brise, qui est brisé, qui a mal, qui est souffrant, je sais qu'il y a un niveau de fatigue accumulée dans une journée pour une personne là, soignante. Mais en même temps, ce que je peux vous dire, c'est moi, je ne mets pas tout ça sur le dos j'exige pas tant des soignants. Je vais vous dire pourquoi, parce que ce que j'apprends, moi, ici, dans le processus à l'université, plus tu comprends un système, plus tu peux mieux naviguer dans le système. Moi, mon métier m'a permis d'être conscient. J'ai dit à mes médecins, moi, des fois, ou à des gens, reposez-vous, là, j'ai peur que vous fassiez une erreur de concentration sur mon petit body d'amour. J'aimerais ça que vous fassiez attention, mais je trouve que vous avez les traits tirés un peu. Là, tu sais. J'aimerais mieux que vous fassiez attention. Et moi, je peux me permettre de le faire, mais il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas capables de faire ça. Ça, je le sais, là, tu sais, je comprends. Donc, il y a des patients qui sont plus équipés face à la maladie, qui sont plus sûrs face à la maladie que d'autres. Mais là, tu ne fais pas ça dans la phase critique de quand tu souffres le plus. Là. Tu réussis à faire ça quand tu es plus dégagé. Et moi, le partenariat, ça ne veut pas dire que les médecins s'en viennent tous d'un coup ou les soignants s'en viennent tous sur nous, là, puis vous êtes fun. Non, c'est pas ça. Là. C'est un partage. Là. Donc, il y a une responsabilité du patient aussi. Bon, évidemment, on en exige beaucoup, là. Hein? On en exige beaucoup du patient. Mais en même temps, il y a des incohérences systémiques là, qu'on peut régler. Puis il y a beaucoup de choses que, par exemple, les infirmières peuvent régler sans passer par le médecin et que les médecins peuvent régler sans passer par une instance énorme. Il s'agit juste d'avoir une ouverture d'esprit. Puis aussi, il y a des règles protocolaires là, qui sont un peu entre nous vieillottes. Là, tu sais. Et les comités d'amélioration continue permettent de détecter et de peut-être travailler ça autrement. Tu sais. Oui. Ça, c'est le jargon universitaire, mais je les comprends aussi, parce qu'ils ont fait un arbre de la connaissance, et dans l'arbre de la connaissance, ils ont dit, regarde, il y a des patients experts comme nous. Moi, ici, là, je suis considéré comme patient expert, ici. Mais quand je vais dans le milieu, je suis un patient coach ou je suis un patient ressources, ça dépend de la tâche que je fais. Tu sais. Un quoi? Un père PAIR, là, hein? Mais, oui.
Oui, quand je vais dans les milieux, là, quand je coach, oui. Mais regardez, là, je suis mentor pour 4-5 jeunes. Alors, voyez-vous, selon la tâche, on me donne un titre. Pourquoi qu'on me donne un titre? Parce que pour me retrouver dans le... Et je vous comprends, là. Ce jargon-là, il va falloir qu'il soit aussi défini pour vous. C'est ça, exactement. Mais ça, on fait ça dans les comités d'amélioration continue. C'est la première chose qu'on fait. La première chose, c'est la nomenclature. Donc, on nomme les choses. Mais c'est moins compliqué là, que les maladies qui finissent tous en hit, là, avec référence latine. Là. Mais c'est vrai, c'est compliqué aussi. Il se crée, quand on développe quelque chose, il se crée un vocabulaire. Et entrer dans ce vocabulaire-là, ce n'est pas évident. Autant pour les soignants que pour les soignés. Jannick, je vais déposer sur le portail du RIUPS une diapositive avec toutes ces définitions-là. Vous allez y avoir accès facilement. Oui. Bien, c'est exactement ça. Là. C'est parce qu'ici, on est dans une tâche. Hein? On nous a demandé d'intervenir à l'université, donc on nous a donné toutes sortes de tâches. Mais quand je rencontre mon médecin, là, je ne me dis pas voici le patient coach ou non, non. Non, non, je suis malade. Là. Je suis un malade en soins et je suis suivi. Je vous remercie. Vu qu'on parle de qu'est-ce qu'un patient partenaire, je vais passer la vidéo tout de suite qui s'appelle Patient partenaire et ensuite j'inviterai Joanne Hébert et Odette à venir nous rejoindre. Merci, M. Mir. Bonjour, Mme Louise Patnaud. Merci de nous accorder cette entrevue. Selon vous, dans votre expérience, est-ce que le patient est partenaire de l'équipe de soins et les professionnels de l'équipe de soins partenaires du patient? Oui, c'est une grande question. Je vais commencer par moi. Je suis une patiente partenaire. Quand j'ai été sollicitée pour faire partie du milieu, j'ai trouvé que cette appellation-là me convenait. Je suis effectivement une patiente parce que j'ai eu un cancer en 2006 et parce qu'aussi, lors de la dernière décennie, j'ai beaucoup côtoyé l'oncologie puisque j'ai perdu ma belle-sœur en 2003, ma sœur en 2009, mon conjoint en 2010 et mon beau-fils en 2013. Alors, j'ai côtoyé beaucoup de personnel soignant. Je suis allée dans différents milieux hospitaliers. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que je suis une patiente. Partenaire, je suis sceptique. Je veux mon scepticisme. Moi, en tout cas, je ne me suis pas sentie vraiment partenaire et je n'ai pas retrouvé cette attitude-là et ce langage-là même dans les milieux hospitaliers que j'ai côtoyés pour moi, pour mes proches. Et pourquoi je suis sceptique? Parce que partenaire,
ça implique bien des choses. Ça ne va pas de soi comme ça. J'ai été étonnée d'ailleurs que le RIDUP appelait tous les patients en oncologie des patients partenaires. Je pensais que c'était juste les gens qui collaboraient à la recherche, mais non. Et j'ai essayé de réfléchir à ça. Je suis optimiste de nature, je suis prête à travailler, à faire avancer cette idée-là, mais je pense que ça demande beaucoup de réflexion pour y arriver. Ça peut être un souhait de part et d'autre, mais il y a des conditions de base, je pense, qui vont faire que ce partenariat va réussir. Bon, mais qu'est-ce que c'est les conditions? Bon, il y a le côté du malade, du patient, et il y a le côté du médecin. Le patient, lui, il arrive et il est porteur d'un cancer. Aussitôt, on s'occupe de son cancer, comme s'il était dépossédé, comme si finalement, peut-être que ça ferait l'affaire de quelques-uns, mais je ne veux pas généraliser. Je tire mes réflexions de mon expérience personnelle. Comme si, dans certains cas, ça ferait l'affaire de laisser là votre cancer, nous vous rappellerons quand il sera guéri. Bon. Alors, on s'attaque au cancer. On met en branle tout ce qu'il faut pour vaincre cet ennemi-là. On est prêt à gagner, on est motivé, le personnel soignant est en position d'attaque. Mais le patient, lui, qu'en est-il? Quelle est d'abord sa motivation? Parce qu'avant de venir consulter, le patient il a réfléchi. Déjà, on y pense à la mort, même avant d'avoir le diagnostic. Et le patient va jongler avec la vie ou avec la guérison ou avec l'idée de continuer ou de prendre cette porte de sortie-là, que peut être le cancer pour certains. Alors, donc, la motivation du patient, il faut qu'elle soit jaugée, il faut qu'elle soit évaluée. Et pour qu'il puisse être partenaire, ben, il faut qu'il y ait un minimum de connaissances, je pense. Il faut que le personnel soignant, et je ne sais pas qui va faire ce travail-là, c'est un souhait, c'est une réflexion, il faut que le personnel soignant connaisse cette personne-là qui est porteuse du cancer. Quelle est-elle, là, cette personne-là? C'est quoi sa qualité de vie? C'est quoi sa détermination? Son habitude de vie? Est-elle obèse? Mange-t-elle du junk food? Est-elle motivée? Bon, en fait, savoir qui est cette personne-là, parce que des fois, je me dis, ce qu'elle est, ces composantes-là, peuvent peut-être expliquer qu'elle a un cancer. Je ne sais pas, je pose la question. Mais en tout cas, peuvent sûrement être des leviers pour sa guérison et sa non-récidive. Alors, connaître ça, c'est ce que David Servan-Schreiber nommait le powerful, c'est redonner le pouvoir à la personne, le contrôle de sa vie. Mais entendons-nous, je pense que les patients sont dans la maladie ce qu'ils sont dans la vie. Certains veulent être pris en charge, d'autres veulent tout savoir, alors il faut évaluer ça. Il faut situer le patient dans cette dynamique-là, et je pense que là, après, on pourra parler de partenariat, parce que pour mener un combat entre partenaires, il faut peut-être se connaître. Alors, je dirais oui, patient partenaire, c'est possible. Oui, c'est une bonne idée. Oui, je suis prête à y travailler. Je me sens une patiente partenaire. Mais est-ce que tous les patients en oncologie à des degrés divers deviendront des patients partenaires? Il y a du travail à faire des deux côtés. De la part des médecins, de la part des patients. Il faut redonner du pouvoir. Et il faut que tout le monde ait le goût de participer à ce partage de pouvoir-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je pense que vous tenez des propos qui se rapprochent très très près des caractéristiques de la résilience. Et c'est souvent une question auquel on doit répondre. Les patients en oncologie sont-ils résilients? Et je pense que vous êtes une belle représentante de cette résilience en développement. Je vous remercie énormément d'avoir partagé votre réflexion.
Alors, j'inviterai Odette et Joanne. On pourra reprendre la discussion sur le patient partenaire tout au long de la journée et particulièrement en fin d'avant-midi où on a une plage réservée justement aux échanges avec tous nos conférenciers. Merci beaucoup. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir une meilleure mise en table que vient de nous faire finalement André Mire avec sa conférence et la vidéo finalement de Louise Patenaude qui vraiment témoigne de toute cette préoccupation, comment on peut travailler davantage ensemble parce que, en définitive, il y a des poursuites d'objectifs communs. Et je pense que ça fait une très bonne entrée en matière pour la conférence, finalement, de Joanne Hébert, parce qu'on parle beaucoup jusqu'à présent de communication, de relations, de perspectives, finalement, à travers la maladie, à travers, finalement, une vie. Et je pense que c'est intéressant, finalement, de rapprocher, justement, ces partenaires-là, que ce soit finalement du côté des équipes soignantes, de la personne qui est atteinte et de sa famille. Alors, sans plus tarder, je vous présente Joanne Hébert. Joanne Hébert, finalement, est une collègue de la région de Québec. Elle travaille depuis plusieurs années, finalement, dans le domaine de l'oncologie. Elle est une passionnée par la clinique ainsi que la recherche et l'enseignement. Elle occupe actuellement un poste de professeur à l'UQAR, à l'Université du Québec à Rimouski. Et elle travaille elle est aux dernières étapes de la réalisation d'une œuvre ultime dans une vie, un doctorat. Et son doctorat porte justement sur le plan plan de soins de survie en oncologie. Alors, on ne pouvait pas mieux avoir comme meilleur conférencier pour justement venir nous parler de plans de soins de survie, comment ils peuvent être intégrés finalement dans la réalité du patient et aussi, bien sûr, des équipes soignantes, parce qu'ils constituent en soi un outil privilégié pour justement faciliter le repérage de l'information, le besoin, les objectifs, etc. Alors, à toi, Joanne, maintenant. Merci, Odette. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. En fait, merci de m'accueillir entre vous parce que je suis la seule qui vient du lointain Québec. Donc, un merci particulier à Odette pour cette belle invitation-là, de me permettre de venir parler de ce qui me passionne, la survie au cancer. Donc, je m'intéresse à l'après-traitement. Et dans le cadre de mon projet de doctorat, et d'ailleurs, Maryse m'avait invitée dans le cadre d'une autre conférence à parler de plans de soins de suivi. Merci à M. Mire. En fait, vous avez fait la moitié de ma présentation. Donc, ça veut dire que ce que je vais vous dire, ça fonctionne pour l'ensemble de la trajectoire de soins, même si je me passionne pour la survie au cancer. Vraiment, vos propos. Et d'ailleurs, est-ce que votre présentation va être sur le... S'il vous plaît. Merci. C'est un bijou, ce que vous venez de dire ce matin. Donc, je vous présente, je vous propose de parler très rapidement de la problématique qui est liée à la survie parce que les deux conférenciers avant moi en ont parlé. Je vais vous parler, comme je vous parle de survie au cancer, je ne peux pas ne pas vous parler du rapport de l'IOM qui a été publié en 2006, qui a été un peu le document qui a mis la table pour les soins de survie en cancer. Donc, c'est comme si on a réalisé qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont être en survie en cancer. Il y en a beaucoup maintenant, il va en avoir beaucoup dans les prochaines années. Monsieur Mire, vous en avez parlé. On change les choses comme ça. Okay. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure. Là, il y a de plus en plus de survivants au cancer. Donc, il y a une augmentation soutenue et ça fait depuis 2013 que j'en parle. Ça fait depuis 2013 que j'ai le 2013, 2015, 2014, 2015 en haut. Les cas augmentent, la mortalité diminue. Donc, bien sûr, avec l'amélioration du dépistage puis la détection précoce des traitements, on améliore la survie relative. Et quand vous parliez tantôt de vieillissement de la population, on dit que d'ici 20 ans, en 2035, c'est pas très loin, 26 % de la population va être âgée de 65 ans et plus. Donc, ces personnes-là, on va les avoir dans nos milieux de soins. Et on le sait aussi que plus de 70 % de tous les diagnostics de cancer sont chez les 65 ans et plus. Donc, voici la population qu'on va avoir, qu'on commence à avoir dès maintenant et qu'on va avoir dans les prochaines années sous nos soins. Donc, bien sûr, il y a de nombreux facteurs de risque qui sont associés au fait de survivre au cancer, que ce soit les modalités de traitement, la chirurgie, la radio, la chimio.
les comorbidités qui sont présentes. Quand on parle de vieillissement de la population, on parle de comorbidités qui sont présentes. Et bien sûr, on en a parlé, des comportements de santé chez la personne. Donc, brièvement, je voulais juste nommer quelques conséquences de la maladie et des traitements chez les survivants. Et M. Mir, vous en avez parlé beaucoup. Sur quoi les nombreux besoins, finalement, qui perdurent ou qui commencent après la fin des traitements. On parle beaucoup de peur, de récidive, de fatigue. Donc, il y a des besoins autant dans les niveaux physiques que dans les niveaux informationnels, psychosociaux et spirituels aussi. Donc, la fin du traitement initial, c'est une période de transition. Donc, c'est une période de transition tant sur le continuum de soins, parce qu'on est habitué, comme vous l'avez bien mentionné, à voir l'équipe soignante régulièrement. Et à un moment donné, il y a une fin à ça. Et cette fin-là est très, très rapportée dans la littérature. Il y a comme un gap, hein, une période où la personne se sent très seule. J'ai eu beaucoup ce genre de témoignage-là dans le cadre de mon projet doctoral où les femmes me disaient je pars, puis je reviens dans 3-4 mois, puis ça m'angoisse. J'aurais plus personne à appeler, sauf mon IPO. Donc, c'est vraiment une période de transition avec de nombreux besoins, autant physiques, comme je l'ai mentionné, informationnels, psychosociaux, qui ont de la difficulté à être reconnus puis à être répondus. Donc, et qui amènent, et vous l'avez bien mentionné, M. Mir, de nombreux impacts sur la qualité de vie. On dit dans la littérature, beaucoup de survivants ne se sentent pas préparés pour la survie au cancer et se sentent perdus dans cette transition-là de fin de traitement à la prochaine visite. Et comment le médecin primaire, comment le médecin de famille entre en jeu à ce moment-là. Qui fait quoi? Qui va... il y a mon oncologue ou mon gynéco-oncologue qui va s'occuper de mon cancer. Qui va s'occuper de ma thyroïde? Qui va s'occuper de mon diabète? Qui va s'occuper de mon cholestérol? Donc, on parle de transition. C'est un élément qui est central dans l'ensemble de la trajectoire de soins, notamment en fin de traitement. Et quand on parle de transition, on parle toujours de deux choses. On parle d'abord que ça se produit au fil du temps et que ça amène des changements. Et on dit qu'une personne va traverser une transition quand elle va avoir à s'adapter, mais à s'adapter à plein de choses. S'adapter au niveau de sa santé, s'adapter au niveau des rôles, au niveau des attentes qu'on a envers... Moi, j'ai beaucoup de mes patientes qui m'ont dit je finis mes traitements, tout le monde s'attend à ce que j'ai plus de... C'est fini, mes traitements sont finis, je suis guérie, donc on s'attend à ce que tu reviennes au travail dans 3 mois, on s'attend à ci, on s'attend que dans la maison, tu reprennes ton rôle. Donc, il y a énormément d'attentes. Et donc, c'est une période vraiment de changement et d'adaptation. Et bien entendu, tout le long de la trajectoire des soins de cancer, il y a de nombreuses transitions. Donc, c'est une problématique pour la personne, le fait de survivre et le fait d'être en transition et d'être dans l'après-traitement. Et c'est aussi problématique pour les soignants et les systèmes de santé, et ça s'en vient dans les prochaines années. Ces personnes-là qu'on va avoir dans nos établissements. Donc, parce qu'il y a une diversité de cancers, parce qu'il y a une diversité de traitements et des séquelles qui sont liées, on voit tout de suite, où il y a comme une évidence que la complexité des soins augmente et en lien avec les besoins complexes des survivants. L'autre chose qui est difficile aussi et qui est un enjeu pour le système, c'est la coordination entre les soins spécialisés et les soins de première ligne. Et à chaque fois qu'on m'invite pour parler du plan de soins de suivi et de cette période-là, j'ai souvent des questions de gens qui sont en CLSC, de gens qui travaillent en milieu primaire et il y a un arrimage qui est difficile là, entre les soins spécialisés et les soins plus générales. Donc, il y a une délimitation floue des responsabilités des soins survie au cancer. Les soins, on ne le sait pas trop comment c'est partagé, on ne sait pas qui fait quoi. Et difficulté de communication, justement, entre les niveaux de soins. Bien entendu, à l'heure actuelle, il n'y a pas de ligne directrice pour les soins de survie, ce qui est pathétique.
Donc, je vous parle brièvement de ce rapport-là parce que moi, c'est vraiment c'est le document à la base de ma thèse et j'espère des prochaines années en recherche. Donc, le titre est très évocateur, hein, From Cancer Patient to Cancer Survivor, Lost in Transition. Donc, qu'est-ce qu'a voulu faire ce rapport-là? C'était de sensibiliser, puis on est toujours dans l'après-traitement, on est en survie au cancer. Donc, il a vraiment ciblé cette période-là du continuum de soins, tant au niveau des conséquences médicales, fonctionnelles pour la personne que psychosociales. Ce qu'on voulait faire aussi dans ce rapport-là, c'est définir les soins de santé de qualité pour les survivants et identifier des stratégies pour y parvenir. Comment on peut organiser les soins dans l'après-traitement pour garder la continuité, mais toujours garder la qualité aussi des soins. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité des survivants par des politiques et autres services de soutien qui sont nécessaires. Le message clé de ce rapport-là, c'était que les survivants sont une population grandissante et vulnérable et très hétérogène. L'après-traitement, actuellement, c'est une phase qui est négligée dans le continuum de soins, puis vous l'avez bien mentionné. On veut guérir le cancer, on parle du cancer, puis votre cancer, on va le guérir. Mais on néglige cette période-là de l'après-traitement. Manque d'informations, de soutien, de coordination. Donc, les personnes sont perdues dans cette transition-là. Les besoins, les préoccupations du nombre grandissant de survivants du cancer, on ne peut pas ignorer et on ne pourra certainement pas l'ignorer dans les prochaines années à cause du vieillissement de la population et l'augmentation des cancers liés, comme je vous l'ai dit, avec la population vieillissante, les comorbidités qui sont présentes. Donc, on parle aussi, depuis quelques années, ça dépend les rapports qu'on lit, mais le cancer, c'est rendu une condition qui est chronique. Donc, comme d'autres maladies chroniques, il faut mettre en place des soins de suivi. La première, et je ne parlerai pas des 10 recommandations du rapport, mais la première était que la phase de survie, en fait, on voulait nommer la phase de survie comme une phase distincte de la trajectoire de soins. Phase distincte égale soins distincts. Approche distincte. Donc, on voulait vraiment la nommer, cette phase-là. Donc, tant au niveau de l'éducation, de la pratique clinique que de la recherche. La qualité des soins de survie implique l'intégration de composantes essentielles de soins qu'on retrouve aussi quand on fait la gestion des maladies chroniques, donc qui est la prévention et la détection de récidives de nouveaux cancers ou des effets secondaires qu'on dit persistants et tardifs. La surveillance, bien sûr, intervenir sur les conséquences et notamment, ce qui est très important dans ce rapport-là, qui a été souligné beaucoup, c'est la coordination des soins dans l'après-traitement qui n'est pas organisée. La deuxième recommandation dans ce rapport-là, et là, je vous amène à mon étude doctorale, c'est que les personnes atteintes de cancer qui terminent devraient recevoir un plan de soins de suivi à la fin de leur traitement initial, Survivorship Care Plan. Donc, c'est quoi ça? J'arrive au cœur de c'est quoi un plan de soins de suivi parce que c'était une demande que Odette m'avait fait. C'est quoi, à quoi ça sert, c'est quoi la plus-value? Donc, c'est un outil de référence et de communication d'abord pour la personne. Donc, on remet un plan de soins de suivi à la personne quand elle termine son traitement. Et c'est rédigé par l'équipe interdisciplinaire. À ce moment-ci, je vais vous en parler un peu plus loin, mais dans les équipes là, où le plan de soins de suivi a été intégré, ce n'a pas été développé par l'équipe interdisciplinaire, ce qui est en soi un problème. Donc, la fonction d'un plan de soins de suivi est aider la personne et le médecin de famille, et ça peut être d'autres professionnels de la santé, à répondre à des besoins de soins de santé après le traitement. Ça vise aussi beaucoup et surtout l'autonomisation de la personne. Vous en avez parlé, la prise en charge de la personne, de sa santé. Donc, l'autogestion de sa santé, être capable de regarder des signes, des symptômes, être capable d'avoir accès à des ressources, de savoir c'est quoi qui s'en vient comme suivi. Donc, très important, l'autonomisation. Ça vise l'amélioration de la qualité de la continuité des soins aux survivants. Bien sûr, les soins devraient être sur la trajectoire de soins en continuité, donc du diagnostic à l'approche de la mort. La survie au cancer fait partie de ça.
Et dans beaucoup d'études, on dit que ça devrait être un élément central, et c'était dans ce rapport-là, et c'est revenu dans d'autres études, un élément central dans les soins de survie et un standard qui est maintenant, depuis 2015, un standard. Le plan de soins de suivi est un standard aux États-Unis dans les programmes hospitaliers pour être accrédités. Donc, qu'est-ce que la recension des écrits dit? Parce que Odette, c'était aussi, on est rendu où avec ça, puis c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les données actuellement? Donc, on dit que le plan de soins de suivi devrait inclure le contenu recommandé par l'Institut of Medicine. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans ça. Donc, il y a le diagnostic, le stade de la maladie, le résumé des traitements, incluant les soins de soutien offerts. Comme vous voyez, c'est très personnalisé. C'est ce que le document, c'est ce que le rapport voulait. Les signes et symptômes d'une récidive, donc une liste de symptômes à surveiller. Qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'on dit que c'est lost in transition. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi après? Aujourd'hui, je termine. Qu'est-ce qui s'en vient dans 3 mois? Qu'est-ce qui s'en vient dans 6 mois? C'est quoi les 2 prochaines années, le suivi qui est recommandé? Les effets secondaires persistants et tardifs possibles, les recommandations de comportement de santé, donc pour faire la promotion de la santé. Les ressources qui sont disponibles, les groupes de soutien, les sites web, les organisations liées, toujours en lien avec le site de cancer de la personne, et l'identification des professionnels à contacter en cas d'urgence. Le contenu, ce que la littérature dit, parce que vous comprendrez que je suis à la fin du doctorat, donc ma littérature, elle est très, très à jour. Ce qu'on dit actuellement, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un one-size-fits-all, un plan de soins de suivi. Il ne faut pas que ce soit par... en fait, j'allais dire par site de cancer. Il ne faut pas qu'on donne de l'information générale, parce que puis vous en avez certainement dans vos milieux, quand on donne un petit document pour regarder des effets, par exemple, de la radiothérapie, parce que c'est comme ça chez nous. Le patron me disait qu'il faudrait qu'on fasse une mise à jour de ça parce qu'on inquiète nos patients plus que d'autres choses. Il y a une liste de symptômes, donc là, la personne s'installe avec ça, puis donc il y a un effet anxiogène, là. Donc, le contenu devrait être personnalisé dans un langage qui est compréhensible. Quand vous parliez de jargon, actuellement, plusieurs plans de soins de suivi sont un peu critiqués parce que l'information qui est là, tous les gens dans le milieu médical la comprennent, mais le patient qui part avec, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Un autre problème, ça augmente l'anxiété. Donc, dans un langage compréhensible pour favoriser la compréhension et son utilité. Si on veut que ce soit un outil pour la personne, il faut qu'elle soit capable d'utiliser, donc capable de le comprendre. On dit que ça devrait être la bonne information devrait être donnée au bon moment et adaptée à la personne. Donc, il y a un momentum pour remettre un plan de soins de suivi. Donc, ce n'est pas 1 an après, ce n'est pas 6 mois après, c'est à la fin du traitement initial. Il a été pensé, il a été réfléchi comme ça. Ce qu'on dit actuellement dans la littérature, c'est que le plan de soins de suivi améliorerait les connaissances, la surveillance des symptômes et le suivi recommandé, autant de la part du patient que du médecin en suivi. Ça encouragerait à poser des questions à l'équipe médicale lors des rencontres de suivi et aurait un impact psychologique concernant la part de la récidive. On commence à travailler sur ça. Le fait, en fait, il y a des études qui disent que ça peut augmenter l'anxiété de donner de l'information, puis il y en a d'autres qui disent non. Au niveau de la part de la récidive, il y a des études qui commencent à sortir, puis on commence à dire, bien, il semble avoir un effet positif pour diminuer la part de la récidive qui est présente chez 100% ou à peu près des patients qui ont terminé leur traitement. Il serait utile pour donner de l'information et favoriser l'autonomisation de la santé. En fait, le but que moi, je poursuis avec mes travaux et dans le futur, c'est vraiment pour ça. Donc, donner de l'information à la personne et qu'elle se prenne en charge au niveau de sa santé. On dit que recevoir un plan de soins de suivi serait associé à une meilleure perception de la coordination, continuité des soins de suivi, autant par le patient que, par exemple, les médecins de famille. Beaucoup de médecins de famille ont été interrogés dans les études parce qu'on vise beaucoup cette communication-là entre patients et médecins de famille. C'est associé à une meilleure communication entre professionnels et une meilleure confiance dans les connaissances pour fournir des soins de suivi en survie, surtout chez les médecins de famille. Très souvent, ils ne sont pas en contact tant que ça avec des patients en onco et ça les rassure. Il y a un manque de connaissances chez les médecins de famille. La littérature le dit aussi. Cependant,
Dans notre étude, nous, on en a beaucoup qui veulent justement acquérir ces connaissances-là. Puis dans mon étude, on en recrutait là, parce que les caractéristiques pour être dans mon étude, il fallait qu'il y ait un médecin de famille. Donc après, on a envoyé le plan de soins de suivi et on a eu beaucoup de commentaires positifs là, que ça augmentait les connaissances. On dit que ça aiderait à mieux comprendre l'importance du suivi pour la surveillance des effets secondaires persistants, parce que c'est vraiment ça qu'il y a dans le plan de soins de suivi. Et il y a aussi, dans celui que nous, on a développé, le suivi, là, autant au niveau de la radiologie, des prises de sang. Donc, c'est comme ça augmente son importance, même si les patients sont très habituellement, ils s'intéressent à leur suivi. Ça rassurait et aiderait au sentiment de contrôle. On en a parlé, l'important de reprendre un